Alpha India, Echo Zulu Kilo Oscar. Voilà, je suis là, je vais répondre à Maps Hip Hop. Mais bon, je t'ai dit, hein, nous, on est sans langue de bois. Hey yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Maps Hip Hop et bienvenue dans l'entretien. L'entretien, c'est une capsule dans laquelle on reçoit des personnalités du milieu de la culture, mais particulièrement du hip hop. Et aujourd'hui, je vous dis, on est avec une légende. Que dis-je? Une icône. Non, que dis-je? Un précurseur. Non, que dis-je? Un pionnier du rap guinéen. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire, du départ, de comment le hip-hop guinéen est né. Et pour ça, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Iseko du groupe Kill Point. Comment ça va, le grand? Ça va, Maps Hip Hop, Alpha India, Echo Zulu Kilo Oscar. Voilà, je suis là, je vais répondre à Maps Hip Hop. Mais bon, je t'ai dit, hein, nous, on est sans langue de bois. Yeah. Tu veux parler de l'histoire du hip hop? Ceux qui sont sur le mauvais chemin seront cités, ceux qui sont sur le bon chemin seront cités. Voilà. Ça n'a rien de personnel. C'est l'histoire juste qu'on Dieu a fait que nous, ici, on est indépendants. Ouais, bon, voilà. On n'essaie pas de plaire aux gens. Sinon, donc, on va raconter l'histoire, la vraie, voilà, la nôtre. Donc, en tout cas, très, très heureux, grand, de te recevoir. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ouais. Ça fait longtemps qu'on essaie de la faire, mais il y a toujours des petits trucs de la vie. Les esprits planent. Non, les esprits planent, surtout, voilà, il y a les gombos à aller cueillir. Et puis, voilà, il faut monter des ans, puisque c'est un combat éternel. C'est vrai. Voilà, pour survivre. Donc, moi, je comprends. Mais après, comme on dit, chez Dieu, il n'y a pas avant, il n'y a pas après, il y a maintenant. Je pense qu'il a décidé que ce soit là. Tu vois? Donc, on va faire. Pour ceux qui ne connaissent pas Iseko et qui découvrent Iseko via cette interview, comment vous vous présenteriez? Bon, je vais dire que je suis, bon, pour être humble, voilà, je suis un artiste, voilà. Je vais dire quoi? Pour dire le kill point, bon, pour me connaître, il faut, si tu es né après 2000, je pense que tu vas pas trop connaître. Bon, ça, c'est parce que c'est vu le système de promotion de la musique guinéenne aussi ici. Bon, tu vois, le hip-hop a toujours été un peu, n'est pas trop pris au sérieux, tu vois. Bon, là, ça vient après. Donc, les gens n'ont pas pu transmettre l'histoire. Ça fait que, bon, ils vont pas trop savoir. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, voilà, il y a des radios. Rares sont les radios qui vont jouer les sons qu'on avait fait à l'époque. Rares sont les journalistes, les DJ qui vont les passer qui vont les mettre en playlist et puis essayer d'expliquer un peu à cette nouvelle génération, voilà, dire que c'était eux, voilà, c'est comme ça, ils ont commencé tout et tout. Donc, tu vois, ça fait que après, les jeunes, ils sont partis, ils écoutent que ça, c'est-à-dire les DJ, les trucs, les animateurs radio sont beaucoup complexés. Ils mettent que tout ce qui marche, tu vois. C'est, moi, je les appelle des surfeurs, ils suivent la vague. Tu vois, quand c'est la médiocrité ou bien quand c'est les sons, voilà, les nouveaux sons, c'est ce qu'ils aiment mettre. Et tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Donc, je pense qu'ils ont contribué aussi à ce que cette nouvelle génération essaie de ne pas trop regarder sur le passé. Parce que, voilà, tu vois. Mais si eux ici, ils insistaient sur la qualité du travail qu'on faisait, un peu l'histoire, rappeler comment ça fait. Comme de fois on fait, même pour la fête de l'indépendance, ils vont venir, ils vont te repasser les discours de Sékou Touré, tout. Je pense que ça devait être comme ça aussi dans la musique. Normalement, donner une visibilité aux précurseurs. Bon, voilà. En fait, moi aussi, ça m'arrange parce que j'aime pas trop de visibilité, j'aime passer inaperçu. Mais pour un cas général, je pense que les gars doivent y songer pour... parce que les médias doivent servir aussi d'éducateurs, tu vois, transmettre. Mais c'est comme c'est les griots modernes, tu vois, ils doivent transmettre l'histoire, la relater et puis tout. Donc, je pense que c'est ça. Donc, je suis pour faire maintenant dans l'ego trip du hip-hop. Je suis le papa du hip-hop. C'est moi qui ai les parcelles, c'est moi qui ai acheté les parcelles. Et voilà.
Donc, et les gars, ils vont reconnaître, et puis voilà, revenez à la maison, ou bien voilà, c'est les parcelles, voilà, je vais vous dire, voilà, toi, ta parcelle là, tu as acheté avec tel, il y a d'autres qui ont acheté des parcelles avec Prophet G, d'autres avec Mousby, d'autres avec Ras Condel, d'autres, voilà. Okay, Mais après, c'est, voilà, c'est moi qui ai défriché, tu vois. Voilà. Sans modestie. Isaaco, l'enfance d'Isaaco ressemblait à quoi? Né où? Bon, ça. Moi, je suis né en 1972, tu vois. Donc, ça fait maintenant, je crois, j'ai 3 piges. Et c'était un enfant, c'est-à-dire, bon, comme j'aime le dire dans un texte, voilà, très tôt, moi, j'ai été un enfant rebelle. Je n'ai jamais cru au Père Noël, tu vois. Je le connaissais même pas. C'est pas par manque de moyens. Je suis né d'une famille modeste, mais c'est la quête de l'indépendance. Parce que je sais que j'étais petit, j'avais même pas encore 14 ans. 14 ans, mon père, il me disait, tant que c'est moi qui te nourris, je te blanchis, tout, tu es obligé de faire ce que je veux. Donc, très tôt, j'ai compris. Et voilà, donc j'ai commencé par là-bas, au lieu d'aller faire dehors, parce qu'il y a d'autres qui se disent, voilà, je mène un combat, je ne veux pas faire ça, mais c'est seulement, je voulais pas être un chat de maison, quoi. J'ai dit, bon, je vais aller. Donc, du coup, j'ai commencé à vivre seul. Voilà, la rue. Déjà à partir de 14 ans. C'était à Abidjan, ouais. Entre 13, non, ouais, 13, à partir de 12 ans. Parce qu'à 12 ans, j'étais à l'école militaire. L'MPT de Benjerville. Voilà, c'est ce qu'ils appellent les printanés. Mais nous, c'est pas un printané comme au Niger, au Mali, au Burkina. Nous, c'est la première école préparatoire technique militaire que le colon avait déjà installé. Donc, on a eu la chance. C'est ce qui fait que je suis beaucoup plus technique, plus pragmatique, et puis voilà. Et donc, du coup, cette quête de liberté, d'indépendance, ça fait même que je n'ai pas voulu continuer aussi à l'école militaire. Parce que, voilà, on te disait exécution avant réclamation. Ça veut dire quoi? Ça dit, je viens, je dis, Maps, vas-y, tire sur, comment on appelle, sur Spike. Et tu dois pas me dire pourquoi tu tires. Et puis après, quand je te dis, tu me demandes, mais au fait, pourquoi? Je te dis, mais parce que tu es con. Donc, tu vois un peu. Donc, je me disais, voilà. Donc, ça fait que j'ai pas poursuivi dans ça, mais j'ai essayé d'acquérir l'enseignement qu'on m'a donné puis le mettre en pratique pour me battre un peu dans la rue, quoi. Du coup, vous êtes né en Côte d'Ivoire. Ouais, je suis né. Vous êtes resté là-bas jusqu'à l'âge de 12? Non, pas 12. J'étais là-bas. C'est à partir, je n'ai pas eu mes 18 ans. C'est en Guinée, j'ai eu mes 18 ans. Voilà, en 89, quand je venais d'arriver. Voilà. D'accord. Du coup, vous arrivez en Guinée en 89. Oui. C'était quoi l'environnement d'ici? Bon. À l'époque? Alors, l'environnement, quand je suis venu, bon, il n'y avait pas, le hip-hop n'était pas aussi trop là. C'était un peu au sein de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui étaient sortis, qui ont fait un peu les séries qu'ils connaissaient. Donc, de la Côte d'Ivoire, là-bas, nous, déjà, bon, faut savoir que LL Cool J avait déjà fait un concert là-bas en 88. Voilà, c'était un grand événement. Et donc, du coup, ça nous a inspiré. Donc, par LL Cool J, j'ai commencé à écouter Public Enemy, un peu tout. Et avant de venir, il y a des concours de rap qui s'organisaient au niveau d'Abidjan dans les boîtes de nuit. Alors, j'ai un pote MCO qui est aux États-Unis en ce moment, qui est guinéen. Et il a vu que j'avais aussi un côté guinéen de par ma mère. Je suis guinéen. Donc, c'est lui qui m'a encouragé. Il a dit, bon, parce que moi, j'écrivais les textes pour lui. Il partait et puis il remportait souvent les concours. Voilà. Donc, il m'a dit, bon, comme en Guinée, ce n'est pas encore là, si on peut partir. Bon, au début, on avait tout ce lavage de cerveau où on disait, voilà, la Guinée, et puis la diabolisation de Sékou Touré, tu vois. Donc, moi, je lui dis, non, je vais pas aller là-bas. Le rap, il faut dire, après, on va me décapiter. Et tout. Il me dit, non, ça, c'est passé. Donc, j'arrive en 89. Il me présente à Henri Guichard, qui était élève de Sainte-Marie. Par Henri Guichard, je rencontre aussi Ibrahima Kamara, qui est aujourd'hui le PDG, en tout cas un des fondateurs de Intellect Consulting. Voilà, c'est un rappeur, c'est avec lui j'ai commencé. Donc, Intellect Consulting et IMAG, qui est le fils aussi de Tonton Moïse, qui était dans le Sofa Kamel, le saxophoniste.
Donc, tu vois, déjà, lui, il était imprégné dans cette musique, il était un peu piano et tout. Il y avait des instruments chez eux. Ok. Henri Guichard, lui, il habitait en ville. Lui, voilà, c'était un peu Côte d'Ivoire, Europe, et puis tout et tout. D'accord. Voilà, il était un peu métissé. Ok. Et pourquoi ils étaient à la Sainte-Marie. Donc, déjà, eux, au niveau de Sainte-Marie, ils avaient fait un petit groupe dans leur classe, dans leur école. Ils s'appelaient Steph Pap. Ok. C'est-à-dire Stéphane et Papi. Ok. Voilà. Et ça donc, avait trouvé que eux, ils rappaient déjà ou bien? Bon, ils étaient à l'école, ouais, mais c'était du rap amateur. Ok. Tout. Ok. Oui, ils essayaient de rapper. Voilà, ils écrivaient, tu vois. Ils écrivaient. Et donc, avec MCO, quand il est venu, il les connaissait. Donc, voilà, MCO aussi, il a essayé de se mettre dedans. Du coup, avec eux, j'ai formé le groupe Steph Pap and Iseko. Steph Pap and Iseko. Donc, c'était le premier, ça, c'est en 89. Okay. Donc, après, c'était quoi? Des exhibitions dans les boîtes de nuit. Et tout ce qui est cypher, quoi, c'est ça? Voilà, okay. Voilà. C'est dans les boîtes de nuit, les matinées, que les gars, certains organisaient ici. Un peu, bon, c'était plus les gens de la diaspora qui partaient. Bon, après, ça s'est répandu un peu dans les quartiers et tout. Voilà. Alors, donc, on était dans ça. Donc, à force d'écrire, travailler, et puis tout, bon, voilà, on écrivait. On essayait d'imiter un peu les autres à l'extérieur. Mais à ce moment-là, vous, comment vous faisiez pour être au courant, par exemple, de ce qui se faisait ailleurs? Parce que vous avez déjà quitté la Côte d'Ivoire, vous êtes venu. Comment vous mettiez au courant? Ok, la diaspora, est-ce que c'est à travers eux, ceux qui étaient de la diaspora, c'est-à-dire? Bon, ouais, je vois ce que tu dis. Non, pas forcément, ouais. Ça peut, bon, des fois, ceux qui voyageaient. Mais après, déjà ici, je pense qu'il faut le dire aussi, c'est une occasion. C'est que ça fait que, c'est-à-dire, les villes de Kamsa-Efria étaient beaucoup émancipées. Les jeunes, peut-être après l'éducation, ils étaient un peu timides, mais ils avaient tout parce qu'ils pouvaient suivre MTV, tu vois, qui était depuis les États-Unis. Ouais. Donc, c'est quoi, pour se mettre à jour, c'est les vidéos, ils enregistraient. Ou après, quand d'autres voyageaient, en venant, ils envoyaient les vidéos un peu, tu vois, les rappeurs, tu vois, public. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, les musiques ne se jouaient pas ici, les radios, voilà. On avait la seule radio, voilà, qui est restée des années. Donc, c'était comme ça, c'est-à-dire les gars qui voyageaient. Ou bien, après aussi, il y avait aussi le réseau de vente de cassettes. Donc, je pense à la Sierra Leone à côté, le Libéria. Donc, après, tu pouvais trouver des cassettes de rappeurs américains. Voilà, parce que je sais qu'on achetait les Mantronix, Chaos One, tu les trouvais dans Madina. Donc, on achetait, on écoutait. Et après, moi, j'étais plus sur le côté, comment on appelle, revendication. Rap engagé, voilà, rap engagé. Voilà, quand tu écoutais, après, IPMD, non, surtout Public Enemy, tu vois, voilà, bon, je comprenais aussi l'anglais, donc je savais de quoi il parlait un peu, tout. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup moins poussé à continuer à écrire. Donc, pour répondre après, il y a Steph Pap and Iseko, ça c'est 89. Et donc, pourquoi je dis, c'est de dire, tout ce que tu dis, il faut qu'il y ait des traces. Donc, ça, cette preuve-là, cette trace-là, c'est la première fois qu'on passait sur la télé guinéenne. C'était décembre 89, pour préparer une émission de janvier 90. Et c'est vrai que comme Papi, ils étaient à la Sainte-Marie. Et là-bas, ils avaient un ami, quelque chose comme on appelle Barry, qui est le grand frère de Sokra. Je pense en ce moment, il a l'air pété. Et leur père était avocat, leur mère aussi a été ministre. Et leur grande sœur, pourquoi je le dis? Parce que quand on parle de hip-hop en Guinée, il faut savoir donner le mérite aux gens. Parce que c'est elle qui a osé inviter des rappeurs dans cette émission-là. Sinon, c'était quoi à l'époque? C'était que la Mamaya. Donc, il y avait Bambino, il y avait les Gilson, les autres chanteurs. Bon, elle a dit, voilà, les rappeurs de la Sainte-Marie. Donc, tu vois, pour donner un coup de pouce aussi à nous, ces jeunes frères, parce qu'on partait souvent répéter chez eux, tout ça là, à la minière. Donc, elle nous a invités. Alors, donc, voilà, dans les archives de la RTG, je pense qu'ils peuvent retrouver, c'était décembre. C'était la première fois que des rappeurs passaient sur la télé. Bon, voilà, bon, c'est toujours pas connu. Même quand vous allez voir l'émission, vous allez voir la réaction du public. Ils étaient un peu étonnés. Il y avait un public dans l'émission. En plus, ça a été enregistré ici. Voilà, ça a été enregistré à Mariador. Wow. Oui, ici, oui, Mariador. What? Je me rappelle, ouais. Le camion de la RTG était par là-bas. Incroyable. Donc, c'était ça. Et on a fait autour de cette piscine.
Donc, je suis passé avec Papi, ouais. Donc, c'est la coïncidence. Et puis, aujourd'hui encore, je suis là pour parler de ça. C'est pour dire que cette dame-là, elle s'appelait Tabara. Elle était journaliste à la RTG. Moi, je pense maintenant, elle n'est plus là. Donc, j'en profite. Si vraiment l'émission, elle la suit, ses frères et sœurs, Sokra, papa, tout ça là, bon, voilà. Tabara, merci, voilà. Merci, madame. Tabara Barry, oui. Voilà, merci, madame, franchement. Parce qu'à l'époque, ils connaissaient pas. Donc, elle a présenté comme ça. Elle a dit les rappeurs de Sainte-Marie. Okay. Donc, du coup, c'est passé à la télé le 1er janvier. Voilà. Et on a continué comme ça. On partait. Bon, les autres, ils étaient plus dans les études. Alors, moi, je venais d'arriver pour aller à l'école. Donc, on m'inscrit dans l'enseignement général au niveau de Donka. Je rentre, je me mets dans une classe. Voilà, je rentre. Mon premier choc, j'en parle, je vais en classe, je viens très tôt. Le prof en classe est en train d'écrire sur le tableau, il y a un élève qui vient en retard. Ok. Et l'élève, il est en train de dire, monsieur, vous allez bien? Le prof, il est au tableau tranquille, il dit, oui, ça va. Enfin, pourquoi je dis, tu vois, quand tu viens d'arriver, l'accent un peu déguisé, tu dis, mais attends, c'est quoi ça? Moi, d'où je viens, ça dit, tu peux pas dire d'abord à un aîné si ça va, et puis tu viens même pas arrêter en plus le prof. Je dis, ok, c'est cool. Bon. Après, ça m'a pas trop plu, l'enseignement général. Donc, du coup, j'ai dit à mes parents, je veux faire aéronautique, ou navigation, tout. On m'envoie maintenant au CFP de Donka. Mais on m'a dit, non, ça, c'est architecture. Donc, après, je découvre que c'était la maçonnerie. Okay. Mais bon, j'ai continué, parce que ça me donnait plus de temps pour suivre un peu ma musique. Okay. Et donc, voilà, je partais, après, je prends des cours d'informatique, voilà. Bref, c'était ça. J'écrivais. Je vivais entre le bloc des professeurs à Donka et chez ma grand-mère. Okay. Grand-mère à l'aéroport. D'accord. La Cité de l'Air. D'accord. Pourquoi je dis? Parce que c'est très important. C'est de là-bas que tout est parti après. Et à l'époque, quand tu étais un peu dans l'ambiance, on disait il est dans le move, c'est-à-dire il était branché, quoi. Ouais. Tu vois, tu es avec la diaspora, les trucs en bois, toutes les boîtes de nuit, vous avez accès, tout. Donc, du coup, l'émancipation commençait à se faire aussi dans les banlieues. Ok. Parce que, voilà, le mouvement commençait à grandir, voilà, mais pas forcément, c'est-à-dire, le public maintenant commençait à regarder, connaître. Voilà. Alors, moi, allant chez ma grand-mère, à la Cité de l'Air, j'ai connu une amie, Ami Sako, tout. Bon, elle aussi, elle venait de Bruxelles. Ok. Et donc, comme j'étais à la Cité de, je partais au lycée aviation, je l'ai rencontrée là-bas. Elle a vu que j'étais aussi de la diaspora. Voilà, on était amis. Et c'est ainsi, c'est elle qui me dit un jour, écoute, j'ai l'ami de mon grand frère qui aime bien ton style et tout. Il dit, voilà, il est intéressé, il veut apprendre à rapper. J'ai dit, ok, j'ai dit, c'est qui? Bon, voilà, après, elle me présente Amadou Barry, Prophète J. Voilà. C'est Dianki. Voilà, Prophète J. Okay. Donc, elle me le présente. Je lui dis, bon, écoute, j'ai dit, c'est pas trop compliqué, le rap. J'ai dit, c'est un peu comme la musique des griots, là, on transmet des histoires. J'ai dit seulement, mais nous, c'est sur un rythme à 4 temps. Et ce qui nous différencie d'eux, c'est l'utilisation des rimes. Donc, je lui ai expliqué un peu le phénomène des rimes, les terminaisons. Et voilà, c'est comme ça, lui aussi, il a commencé à écrire. Énorme. Donc, voilà, il écrivait. Et pendant les concours scolaires, il y avait le School d'un show. Okay. Et Ibrahim s'est ça c'était en quelle année vous avez rencontré Prophète J? Je suis en 91. Ok. 91. Donc, on faisait les schools d'un show, mais chaque fois on vient, on dit rap. Donc, on venait, on essayait de rapper. Alors, un jour, moi, j'ai dit à Ibrahim le concours se déroulait à l'actuelle boîte qu'on appelle 3615. À l'époque, c'était, je sais pas comment ça s'appelle, bon, j'oublie, bon, 3615 actuel. Et je lui dis, bon, moi, écoute, je veux changer. J'ai dit, au lieu de venir rapper seul, tout ça, j'ai dit, bon, j'ai un pote là, on rappe ensemble, voilà, nous, on va représenter Donka. Parce que je représentais souvent l'école Donka, où souvent je rappais aussi pour l'aviation. Okay. C'est là-bas, au niveau de l'aviation, j'ai connu aussi MC Gbodo, qui est devenu plus tard Big Dre. Voilà, ouais, c'est un ancien, tu vois. Je suis même monté sur scène avec lui dans la salle de l'université, tout ça, il y avait des concerts, voilà. Début des années 90. 92 maintenant avec Bodo, oui. Wow. Mais je pense, oui, c'est l'époque là.
Non, ça après, c'est 92, entre 91, 92, voilà. Mais c'était avant la sortie de notre album, tu vois, parce que je faisais souvent aussi des concerts avec lui. Donc, quand on passait dans un truc, on est passé dans la salle de l'université, voilà, il était à la version, j'ai dit, écoute, il y a un concert, viens, on va monter, voilà. Donc, c'était la première fois aussi que je le faisais monter sur scène. Incroyable. Donc, voilà, donc j'ai tendu ma prophétie. Donc, après, on allait rapper pour Donka, voilà, on a fait, du coup, pourquoi je dis ça, c'est pour montrer l'apparition des duos. Voilà, donc, on a commencé comme ça, le duo, on faisait les concours. Et bon, voilà, après, Amadou Barry, il lisait beaucoup. Donc, il avait tellement de vocab, il écrivait sans cesse. Il écrivait sans cesse. Ça sortait seulement, quoi. Du coup, quand il écrit, ça m'oblige moi aussi de venir écrire, compléter les couplets, ou bien, voilà, je trouve le refrain, et puis voilà, c'est comme ça, on a fait des sons comme Boom Chick, on a fait même un truc où on parlait de Mag, on a Wonga, serré. Voilà, parce qu'on voulait aussi parler de la réalité ici. Donc, après, il est venu, il y avait Ami Sako aussi. Après, la région Le Groupe, celle qui m'a présenté. En tant que chanteuse? Oui, elle rappait aussi. Bon, voilà, on écrit, elle s'appelait Queen SC. Donc, Queen SC me présente Prophète J. Après, donc, on est 3. Après, maintenant, puisque on se retrouvait chez Queen SC, souvent pour squatter, passer le temps, tout est sous-chillé. On jouait au Monopoly, les jeux de société. Donc, c'est dans ça pour préciser, Sako, Miss Sako, c'est ça? C'est la première rappeuse guinéenne. Oui. Incroyable. C'était après aussi, quand elle était là, il y a Mariam Sano aussi, qui rappelle, des fois les gars l'oublient, mais elle était là aussi, dans le temps, les années 90. Donc, après, à force de jouer au Monopoly, on rencontre Mousby et tout. Et Mousby a rejoint le groupe. Il était très jeune à l'époque. Il était très jeune. Il devait avoir quoi, 14? 12, comme ça, ou 13. Voilà, il venait de rentrer au collège aussi. Voilà. Lui aussi, c'est à Conakry ici, il est né, il a grandi. Non, bon, lui, il est né ici, mais bon, il avait fait l'Éthiopie. Son père il travaillait à l'Union africaine, à l'OUA. Son père, c'était Maître Momori. Benjamin. Voilà. Donc, c'était comme ça. Donc, tu vois, donc, ça fait un peu diaspora. Parce qu'Amadou Barry aussi avait fait la Côte d'Ivoire aussi. D'accord. Voilà, c'est ça, il faut dire. Donc, voilà. Et comme ça, on s'est organisé. Un jour, moi, je venais, j'ai dit, bon, comme après, maintenant, Steph Pape, ils étaient plus dans les études, après, ils venaient pas. Parce que avant de former le Kill Point, après, moi, j'étais tellement engagé dedans, je voulais faire connaître, bon, on va à Fria. J'ai un monsieur V. Félix. Pourquoi je parle? Parce que, comme j'ai dit, voilà, il y a des témoins qui sont là. Faut essayer de vous approcher d'eux. Ils peuvent aussi expliquer argumenter et puis donner ce qu'ils savaient aussi à l'époque. Lui, il est professeur à la Sainte-Marie, V. Félix. Il était dans une troupe théâtrale. Donc, c'est avec lui j'ai négocié pour faire un peu la promo de ce que je faisais. Alors, comme qu'est-ce qu'on avait convenu, quand ils ont des pauses comme ça, moi, je sortais pour faire la promo, pour faire mon rap. Alors, je me rappelle de ce concert-là, c'était à Fria. Mais le rap n'était pas trop connu comme ça. Les gens, ils écoutaient les Soul to Soul, bon, certains jeunes. Mais comme il n'y avait pas souvent ces programmes de jeunes-là dans les spectacles que les gars faisaient, c'était plus Mamaya ou bien les trucs qui disaient que les jeunes ne partaient pas. Donc, leur représentation à Fria dans leur salle de spectacle, je sais pas, ils appelaient Kakimbo, je pense, le cinéma. À l'entrée, à la pause, moi je sors, on balance ma musique, ça commence les kunka, tu vois, et puis à l'époque c'était les boîtes de rythme pour programmer, et je posais dessus. Et après les gars ils ont commencé à crier, oh you coulé bamouya, tu vois, comme c'est ça, c'est pour te dire que vraiment le public était hostile à ça. Ça dit c'était pas du tout connu. Donc voilà, ils m'ont fait descendre de la scène, le gars. Je voulais pas, j'insistais toujours, il avait dit viens, tu sais quoi, il dit faut pas. Il dit, ça, ils ne connaissent pas encore ça. Faut pas que ça gâte notre spectacle, tout. On va voir comment essayer de faire. Donc après, ils m'appelaient plus, quoi, dans les trucs. Voilà. Donc, du coup, on continue à répéter, écrire, essayer d'imiter plus. Et on avait fait le groupe, le premier nom, c'était, Big Great
Conakry, c'est bon. Il y avait un groupe. Après, moi, j'ai dit non. J'ai dit, bon, on va l'appeler Kill Point. Je passais, à vrai dire. Le cinéma, là, tu as vu le stade 28 septembre. Avant, il y avait un cinéma où sinon, ils mettaient les affiches. Alors, je passais, j'ai vu l'affiche du film, là, Kill Point. OK. Avec la cible, tout ça. J'ai dit, mais pourquoi pas ça? Kill Point, point mortel. J'ai dit, puisque le rap, c'est dénoncer, tout. Donc, nous, notre mission, ça va être d'aller toucher le point mortel de tous les problèmes, de tout ce qui ne va pas pour essayer de le corriger. Voilà. Donc, c'est de là Kill Point est parti. OK. Il y avait encore Papi dedans. Bon, après, c'est parti. Donc, du coup, j'ai continué avec ça. MC Pape. OK. Du que j'ai dit qu'il était le directeur d'Intellect. Oui. Voilà. Avec qui vous avez commencé au départ à la Sainte-Marie, là. Parce que même quand on faisait les trucs avec Prophète J, on partait souvent chez lui parce qu'ils avaient des instruments. Et puis bon, moi aussi, j'ai commencé à présenter aussi Amadou Barry Prophète J aux gars de la diaspora, les gars qui étaient dans le Move. D'accord. Donc c'est comme ça, voilà. Donc on a fait Kill Point. Bon, eux, ils étaient beaucoup occupés. Donc du coup, je me suis retrouvé avec Général seul. Prophète J, c'est son autre nom aussi. Alors, on dit, ici, là, les gens, ils ne connaissent pas. Le rap. Et on a connu une fille qui s'appelait Kani. C'est elle, d'ailleurs, qui nous a poussé à viser l'extérieur parce qu'elle venait du Sénégal. Je pense à Awadi, tu l'avais dit. Awadi la connaissait, c'était une amie de Awadi, PBS à l'époque. Donc, elle est là, au Sénégal. Ça s'est développé parce qu'elle était à Donka aussi, comme au lycée, donc au collège Donka, lycée. Elle était là-bas, ses parents étaient diplomates, donc elle me parlait du Sénégal. J'ai dit Prophète, j'ai dit, bon, écoute, Kani, elle parle du Sénégal, tout, il y a aussi Black Soul, il y a des groupes là-bas, bon, on va aller tenter, quoi. Là-bas aussi, essayer d'exploser. Donc, du coup, il arrive, il faut partir. Mais avec quels moyens? Il n'y avait pas de moyens. Comment payer les transports? Les parents, tu vas pas leur dire, je vais en aventure. Alors, pour la petite histoire, moi, quand j'habitais à l'aviation, j'étais chez ma grand-mère. Un jour, j'ai attendu ma grand-mère la voiture, j'ai sorti ses congélateurs où elle vendait ses jeans pour les vendre. Non. Oui, pour les vendre et faire le transport pour partir avec. Alors, donc, on a vendu les congélateurs. Maintenant, il fallait financer les passeports. OK. Alors, on lance le processus de passeport pour aller et au Sénégal. Oui. Pour Amadou Barry, bon, mon nom était compliqué. Gay Isaac Ahmed, on dit, bon, attends, son nom est sénégalais, tout. Donc, ils prennent mon argent et puis, ils me donnent pas le passeport. Ils disent, on a rejeté ton dossier. Comment faire? Bon, j'avais ma carte d'identité aussi. J'ai dit, bon. Après, entre-temps, on est dans ça. Je vais gérer l'histoire des passeports. On m'appelle, on dit, Drabara Bobo. Ils ont compris que... Voilà, la vieille dit, ces congélateurs sont pas là, c'est toi. Donc, tout le monde t'attend. Du coup, on a continué, j'ai dit, bon, on se barre. Maintenant, lui n'était pas prêt, il devait attendre les passeports. J'ai dit, bon, moi, il est de Mamou. Donc, il me dit, dévance-moi à Mamou et je te trouve arrivé à Mamou, tu vas tel. Donc, moi, j'ai pris pour être loin de Conakry, pour ne pas qu'on mette fin à mon projet là. Moi, je voulais vraiment partir. Donc, on va à Mamou, il vient, il me rejoint. On avait un peu de sous, on a acheté des draps, des couettes. Donc, du coup, quand on voyageait, arrivé au Sénégal, on vendait ça pour avoir de l'argent. Mais maintenant, on arrive au Sénégal. On essaie de bouger, on va au centre culturel, on voit P-Frost, PBS, voilà, il y a des groupes d'Abrams, tout. Mais leur milieu était opaque, c'est-à-dire fermé, c'est seulement un truc. Tu vois, même aujourd'hui, quand tu suis la télé sénégalaise, c'est que du Wolof, voilà. Donc, voilà. C'était pas accessible, quoi, C'était pas accessible. Donc, du coup, on dit, est-ce qu'il faut essayer de perdre le temps ici? À ce moment-là, vous laissez Mosby ici? Non, ils sont restés, ils étaient mineurs, tout ça. Voilà, bon, voilà. Il était mineur, on ne pouvait pas partir avec eux. Donc, c'était Amadou et moi, voilà. Lui, il était vraiment engagé. Puis, je pense qu'il avait fini le bac et il voulait pas aussi continuer, l'université, tout. Donc, on était à deux. Alors, pendant les soirées, c'est-à-dire, moi, je faisais les soirs, je me promenais un peu dans les boîtes, je rencontre un monsieur aussi, il faut savoir, il était aussi dans l'histoire du hip-hop. On l'appelait Albela, le fils de monsieur Pinault, qui faisait le théâtre, là, oui. Voilà, son fils. On l'appelait Albela. Il était donc avec moi. Donc, je vais dans une boîte, je le retrouve.
Donc, au Sénégal, là. Oui. Parce que lui aussi, avant de partir, il était un peu de la vague, un peu des chanana, ceux qui faisaient en langue nationale, voilà, tout et tout. Donc, voilà, il dit, ici, il a dit, mais Bissau, c'est pas mal, tout. Donc, on a dit, on va avec lui. Du coup, il a rejoint le groupe, on a fait des répètes ensemble, de trucs, on va. D'abord, on va du Sénégal. J'ai mon oncle qui m'avait dit, on partait, on connaissait personne. Il y a un oncle qui me dit, bon non, quand tu vas, tu trouves tel, tout et tout. Père à son âme, le monsieur. Et on arrive, mais c'était de fausses adresses. Mais où aller maintenant? Alors, voilà, on essaie de traîner un peu dans Médina. On veut se confier un peu à mes oncles, tout, les commerçants là. Tous les Guinéens là, ils se méfiaient de nous. Ils disent, bon, nous, on comprenait pas. Voilà, ils disent, mais c'est quoi les noms? Personne ne voulait nous prendre. Et j'avais un ami qu'on appelait Georges Michael, il était aussi à Donka. Lui, son frère, c'est bon, pourquoi il dit son frère, grand frère est très connu, on l'appelle Yul. Il est percussionniste. Il a fait une école de percussion au Japon. Donc, Georges était de passage là-bas pour apprendre la percussion. D'accord. Donc, c'est lui qui nous a hébergés, Prophète Dieu et moi, dans sa petite chambre, tout ça là. En Guinée-Bissau. Voilà. Non, au Sénégal. Au Sénégal d'abord. Donc, après, on pouvait pas rester longtemps. Après, Albé, là, on veut s'étendre. On n'avait pas assez d'argent. Bon, il a dit, parce qu'après, moi, qu'est-ce que c'est? Là-bas encore, on est dans ça, on n'a pas d'argent. Moi, j'étais chez une tante, je dormais chez une tante après, qui était mariée à un Français. Il faisait la plongée. Ok. Sous-marine, quoi. Oui, oui. Voilà, il était marin français. Pourquoi je veux parler de ça? Ça va parler un peu de l'envie. Ça dit que le regret, quoi, quand tu es trop envieux ou bien tu veux convaincre, surtout une femme, tout. Donc, pendant dans les tournées, dans les boîtes de nuit, moi, je vois une fille, voilà, comment on appelle, du milieu de la nuit, tu vois, qui se vend tout. Et puis, là, c'est d'elle que mon cœur va tomber amoureux. Tu vois, tu es fan d'une dame elle est chez seulement celui qui mise le plus. Et toi, tu n'as rien, tout et tout. Donc, Albert, là, c'est lui qui me l'a présenté. Il organisait un rendez-vous avec elle. On va à une plage. Moi, pour convaincre, là, j'ai dit, bon, ouais, mais je vais montrer que voilà, je suis chez un blanc, tout. Je prends les tenues du gars. On va. Et je sais même pas nager en plus, hein, mais voilà, juste pour frimer. Vous faites de la plongée. Voilà. Pour convaincre. Donc, pour la convaincre, pour dire qu'en plus, je sais même pas nager, je portais même pas. Donc, c'est là, ça. Il y a un monsieur qui vient, c'est son cousin, c'est qu'elle m'a dit. Il dit, bon, non, moi, j'essaye. Il traverse, il va de l'autre côté, il vient plus. Il part avec les équipements. Oui. Je peux plus retourner. Donc, du coup, on a dormi la nuit, je dis que le lendemain, il fallait partir. Donc, j'ai expliqué à Albé, là, il dit, bon, on va aller, mais on passe par Ziguinchor. Donc, on est passé par Ziguinchor. Lui, il connaissait du monde. On nous héberge. Donc, après, du coup, Kill Point, c'était lui, Prophète Dieu et moi. Ok, à ce moment-là. Voilà. Albé, là. Oui, depuis le Sénégal. Et aujourd'hui, il est DJ, hein. Après, je vais te donner, il est sur Facebook, je vais bien voir, je te donnerai les contacts. Voilà, si tu veux l'interroger aussi. Alors, on arrive parce que lui, il était très social. Il connaissait beaucoup de personnes et puis il maîtrisait un peu le Sénégal. À Ziguinchor, on est arrivé. On allait négocier avec une boîte de nuit pour essayer de faire des prestations et puis avoir de l'argent, tout, et puis se produire. En fait, c'était ça. Avoir travaillé, chercher du travail, avoir de l'argent pour se produire toujours au Sénégal. Donc, votre objectif à ce moment-là, c'est vous produire et exister rapologiquement parlant au Sénégal. Non, bon, parce qu'ici, il n'y avait pas les infrastructures. Le mouvement, tout ça. Donc, on voulait se produire après, revenir sortir ici. Ok, c'était ambitieux. Voilà, parce que personne ne produisait, on n'avait pas, donc c'était travailler ici, il n'y avait pas de travaux. Moi, j'avais mon petit job d'infographe, dans des trucs de prestations, mais ça ne pouvait pas faire tout ça. Tu vois, c'était du franc glissant, comme je le dis. Donc, du coup, là-bas, avec la boîte, on a eu un peu de sous. On a dit, bon, on découvre là-bas un autre de la Guinée-Bissau. Albé, là, nous parle tous de Guinée-Bissau. Il dit, par contre, là-bas, il y a des orchestres. Il y a un gars qui s'appelle Alginaldo. Lui, il a les boîtes de rythme, tout. Comme il n'y a pas le matos ici, on peut aller là-bas. Donc, on descend. On arrive en Guinée-Bissau. On cherche le monsieur Aguinaldo Gomez d'Apina. Il avait son groupe.
qui s'appelait, voilà, c'était Tabaka Jazz, je crois, oui, Tabaka Jazz. Et donc, il était très gentil, il nous a accueillis chez lui. Alors, il avait la sono, boîte à rythme. Ça, c'était en quelle année? Là, on est en 92 maintenant. On avait déjà dit c'est Kill Point, donc on est dans les années 92. Du coup, vous n'avez pas trop duré au Sénégal? Non, on n'a même pas fait un mois. On n'a pas fait un mois. Non, on est parti, on a vu c'était fermé. On est passé vers Ziguinchor, on est resté peut-être un mois comme ça. 2 mois après, on est parti en Guinée-Bissau. Vite, on a compris que c'était fermé, quoi, le milieu, parce que voilà, les gars, d'abord, ils se battaient pour exister. Et toi, puis tu vous pouvais aussi, pas vous venir, venez de la Guinée. Donc, tu vois, on a compris ça. Donc, arrivé à Guinée-Bissau, on était chez Aguinaldo, on a enregistré nos premières maquettes, Prophète et moi, avec Albela. On a fait une maquette, et un jour, Albela, il disparaît. Avec la maquette, on ne le voit plus, mais on apprend que il va seul dans les boîtes de nuit. Se produire voilà, sur le ceci, c'est quoi, et puis ça trouve, avec nous, il rappait même pas, il n'écrivait pas, tu vois. Il rappait vos morceaux à vous, voilà. Vos c'est couplets quelqu'un qui nous dit ça, oui. Alors, on était vénère, on le cherche, tout. Après, Prophète dit, il s'est emporté, tout, il a commencé, on l'a un peu brutalisé, on dit, mais t'es mou, quoi, et c'est parti en bif. Après, on se retrouve, on est tous en train de pleurer. Le Prophète, il dit, non, c'est quoi on fait, c'est pas bien. Regarde, on est des Guinéens, on est là, on fait ça devant les étrangers comme ça. Vraiment, on a mal agi, tout. Bon, après, Albert, comme on a vu qu'il pouvait pas écrire, lui, il avait plusieurs noms. Deux fois, c'était Cheval Blanc, deux fois, c'était... Lui, il avait d'autres vibes, il n'était pas nous. Comment vous aviez trouvé le mouvement rap à l'époque en Guinée-Bissau? Non, c'est ce que je viens là. Il n'y avait pas aussi. Il n'y avait pas, j'en viens. Donc voilà, après on s'est séparés. Lui, il a continué parce que lui, c'était sorti. Allez, nous, on voulait vraiment se poser, se concentrer sur les textes, surtout, pas aller faire les choses là. Donc, comme ça. Donc, du coup, avec Prophète, on était toujours chez Aguinaldo. On découvre le centre culturel franco-guinéen, Bissau-guinéen aussi. On va là-bas, puisque c'est français. On dit, oh, voilà, au moins, il y a des gens, on peut se comprendre. On leur dit, voilà, nous, on vient de la Guinée, on rappe. Voici la maquette pour négocier un concert au niveau du centre culturel. On nous met sur un concert. C'était la fête de la musique. Et il y a un rappeur de là-bas, j'oublie son nom, mais quelqu'un m'avait montré l'affiche qui était natif de là-bas. Lui aussi, il venait du Portugal. Donc, pour te répondre, le mouvement n'était pas aussi ça, le rap, non. Mais il venait du Portugal. Il était bissagos. Ils l'ont programmé sur le concert. Nous, on avait plus d'heures à faire. On avait plus d'émotions, on était vraiment plus hip-hop que lui. Les Français même, ils comprenaient. Mais il a été payé avec un écart avec nous. C'est-à-dire, c'est comme si on lui donnait 5 millions et nous, on nous donnait 500 000. Non, 10 fois plus, quoi. Oui. Donc, on a vu ça. Après, on a vu son concert. Dans le même concert, il y avait aussi Ismaël Lo. Bon, lui, on comprenait. Lui, déjà, lui, il avait quoi? Si c'était, il était même payé en euros. Nous, on était payé en Pour ceux qui ne savent pas, Ismaël Lo, c'est le reggae man. Non. Lui, il fait la musique chose aussi, Mbala. Ok. C'était avec Youssou N'Dour, génération Youssou N'Dour. vois. Il y avait Ismaël Lo. Il y a lui qui a chanté Africa. Voilà, c'est lui. Africa. Donc, voilà, lui, il était vraiment bien payé. Lui, est-ce qu'on lui avait pas donné 15 000 euros ou bien 30 000 francs français à l'époque, je crois. Donc, après, on a dit, mais pourquoi ça? On a réalisé, c'est parce que le mec, c'est chez lui. Il dit, regarde, le Sénégal, c'est fermé. Ici encore, on est dans cette même ségrégation. Donc, il faut qu'on retourne. Du coup, au total, vous avez fait combien de temps en Guinée-Bissau? Bon, peut-être, mais pas plus de 6 mois. 3, 4 mois. Donc, on a trouvé la date. Mais après, on voulait rester longtemps. Mais après ce concert-là, vraiment... Ça vous a frappé, quoi, oui, on dit, on est mieux que chez nous. Donc, on a décidé, on dit, bon, on va retourner. Même si ce n'est pas fait, nous, on va essayer d'éduquer. C'était toujours en 92. 92, voilà. On dit, on va obliger les gens, mais on va les pousser à comprendre, quoi. Donc, du coup, on avait des trucs. Donc, moi, avec mon travail, comme j'étais un peu dans les bureaux, l'infographie, les gens venaient, ils voyaient, je voulais, pourquoi je parle de ça, c'est par rapport à l'image que les gars avaient donné souvent au mouvement, tu vois. Donc, nous, l'époque, c'était essayer de vraiment paraître pour dire que non, on a des drugs, on fait du rap, mais on est consciencieux.
on est soucieux de notre avenir, on étudie, on est cultivé, même si on a arrêté les cours, même si on va pas, mais on lit toujours, on s'intéresse aux encyclopédies, aller voir ce qui se passe ailleurs, on lit du cher Ahmadou Bamba, du cher Hamidou Khan, on lit un peu les trucs des choses, comment il s'appelle l'autre, l'égyptologue. Cher Anta Diop, tout, on s'intéressait. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas genre Wikipédia ou bien Internet. C'est dans les livres, il fallait aller chercher les informations. Quoi. Donc, du coup, comme on a vu le Sénégal, on a vu la Guinée-Bissau, voilà, on est venu. Et on est venu, arrivé, on continuait toujours notre truc, on répétait à la Cité des Lèvres. Bon, moi, après, ma grand-mère, elle avait pardonné. Quoi, okay. Donc, bon, après, elle voulait revoir son petit-fils. Voilà, son mari. Tu vois. Donc, c'est bon, on a réglé ça. Donc, du coup, quand on est revenu, on s'est dirigé, puisqu'on avait connu l'Alliance franco-guinéenne, on a dit, mais on s'est approché de l'Alliance franco-guinéenne qui était là. On allait, voilà, on a bien tissé avec eux. Ansoumane Jessira était là-bas. Voilà. Tonton Jess. Oui. Il était là-bas. Parce qu'Ami Sako aussi, entre-temps, elle était dans la troupe de Nafi, comment ça s'appelle, Nafi Nian, la fille de Divitamsi Nian, qui faisait du théâtre là. Elle a été épouse à Kiridi Bangoura. Voilà, c'était elle. Donc, Ansoumane Jessira, qui faisait les trucs de voix, était là. Donc, déjà, Ami encore nous a ouvert ce réseau-là, tu vois, envers Ansoumane. Donc, on partait au centre relais, ils étaient déjà implantés. Il a parlé un peu de nous, tout et tout. On organisait un concert. Donc, on faisait. Après, quand vous revenez, 92, 93, voilà, quand vous revenez, vous trouvez toujours Mousby en train de continuer le rap ou bien lui, il avait pris une pause? Non, il continue. Non, il n'a pas pris. Il continuait à écrire. Bon, il a mais il continuait leurs études, tu vois. Il était encore à l'école. Donc, il est venu, on a fait ça, on était avec lui. C'est pas maintenant, c'est devenu plus. Quand on est revenu, on a dit, bon, venez. Donc, on écrivait les textes pour eux, tout, puis on montait sur scène. On était à 4. Tu vois, Mousby, puis Nessé, Prophète Diamadou. Voilà. Donc, on a négocié un premier concert à l'Alliance franco-guinéenne. Je pense qu'il y avait un 12, 20, en tout cas pas plus de 50 personnes dans leur salle. Après, on a premier concert. Oui. Après, on a encore fait d'autres concerts. On a fait, c'est parti de 50 à 100 à 200. Tout s'est monté. Ça montait au fur et à mesure. Du coup, chaque mois, vous faisiez moins? Bon, voilà, c'était par mois ou bien ça dépend. Il y avait des périodes. Vois, mais comment vous êtes arrivé à ce moment-là à convaincre l'Alliance franco-guinéenne, ou bien c'est à travers Queen SC? Non, parce qu'ils avaient besoin aussi des gens qui se produisent, quoi. Oui, pour un peu leur salle. Parce que jusque-là, ils étaient un peu sur les musiques guinéennes. Donc, c'était pour eux voir maintenant du hip-hop. Et puis, on a eu la chance, il y avait un infographe là-bas. Lui, il était très jeune. Donc, voilà, c'est lui qui faisait même les premières affiches, tu vois. Il était sur des marques. Moi aussi, ça m'a orienté un peu vers le système Macintosh et tout. Donc, c'est comme ça, de temps en temps, on organisait, puisqu'on n'avait pas d'argent pour payer, eux, c'était des trucs de pourcentage, tu vois, ça nous arrangeait. Dès que vous faites beaucoup d'entrées, vous percevez. Voilà, c'était ça, voilà. Donc, du coup, on avait une salle, on avait la logistique pour répéter, tout, on répétait dans leur salle, il y avait les lumières, ça commençait à nous professionnaliser. D'accord. Donc, du coup, après le premier grand concert, la grande salle, on est parti au cinéma 8 novembre. Là-bas, maintenant, on a fait un concert. Après, on a eu 1200 personnes comme ça. Voilà. Donc, ainsi, c'est parti. Après, on s'est orienté vers le palais. Voilà. Mais à quel moment, avant ça, on n'est pas arrivé en 95 d'abord? Non, pas 95, on est en 93, mais le mouvement a commencé à éclore. Donc voilà, il y avait plusieurs tendances. Il y avait la tendance de ce qu'on appelle ça qui était beaucoup plus en langue nationale, qui était plus dans l'esprit guinéen, c'est-à-dire pas revendicatif, tout est cool. Donc on va chanter la femme, on va parler des trucs, mais nous on était plus à part vous, qui existait pendant cette période-là quand vous êtes revenu? Voilà, donc quand on est venu, c'est ce que je te disais. Donc il y avait, avant de partir, j'avais fait la rencontre de Shanana. Toujours chez MC Pap à Dixon, parce que lui il était à Dixon, il venait du Libéria. Donc lui aussi, il avait un peu connu le rap au niveau du Libéria qui était anglophone. Quand il devait son premier nom, père à son âme, il s'appelait, il disait MC Shanana Poppy Dog.
Tu vois, donc il est venu, bon, on lui a dit, écoute, déjà nous, avec le français là, les gens là, ils ont du mal à entendre. Donc, si tu veux mettre l'anglais encore, peut-être si tu veux, tu insistes, ils vont pas comprendre. Mais comme tu es sous, mieux vaut faire dans la langue. Okay. Donc, c'est là il a commencé à faire des chansons comme un peu Fatoumata, tout. Après, lui, dans leur style, il y avait quoi? Il y avait l'autre aussi, Bismarcky. Il y avait l'Ahmed. Lui aussi, il est décédé, hein, Bismarcky. Oui, il est décédé même avant un truc. Et donc, il y avait des concours. C'est Bismarcky qui a chanté. C'est le destin. Ouais, c'est le destin. Voilà, c'est lui qui mettait la teinture. Donc, il y avait eux. Et au niveau maintenant des écoles, comme ça continuait le School Dance Show, il y a Bill December qui avait rappé sur le son de Soul to Soul, où il a fait, comme on appelle, Guinée-Colo. Guinée-Colo. Donc, il y avait un concours maintenant interscolaire qui était organisé par Frank, qui est devenu après son manager. Okay. Et voilà, Bill, bon, c'est vrai, même nous-mêmes, on a pris une claque de danse. Voilà, on a dit, ah, mais le mec, il est bien. C'est bon, les langues là, oui, c'est vrai, on peut exploiter aussi. Oui. Sinon, nous, c'était français. Et l'autre, il fait français. Moi, je mets un peu de l'anglais qu'on comprenait à l'époque. Tu vois. Et donc, on a commencé aussi, on a dit, ah, s'il faut voir le marché là, il faut penser aussi les langues locales. Voilà. Sinon, nous, on était strictly hip-hop, engagé à l'américaine, à la française, tout. Mais on a vu que le public, y compris le français, ils acceptaient pas trop. Ils étaient habitués à la mamaya, donc il fallait trouver maintenant un truc entre les deux. Et maintenant, tu vois, nous, on vient de la diaspora, on comprend pas bien les langues. Mais quand même dans les premiers sons que vous avez sortis en album, certes, il y avait la plupart du temps les couplets en langue. Oui. Mais le refrain était souvent en français. Les couplets, ouais, en français ou bien, bon, après, maintenant, il y avait des couplets en langue nationale. En langue surtout. Mais ça, c'est moi qui l'ai trouvé parce que, bon, voilà. C'est le couplet qui était plutôt en français. La plupart du temps. Parce que Prophète, il comprenait pas trop bien le soussou. Donc, bon, lui, c'est sa langue maternelle, il est poula, il parle poula. Donc, voilà, du coup, ça, c'était bon. En plus, le poula a un bon flow dans le hip-hop, tu vois, il a un bon débit pour le hip-hop. Maurice m'a dit, voilà, lui, c'était malinqué. Il y avait personne pour le soussou. Moi, ma grand-mère était soussou. J'ai grandi avec elle. Donc, c'est pourquoi moi, je faisais plus les parties en soussou. Et du coup, pour les refrains, c'est comme ça que je l'ai trouvé aussi. Donc, moi, je bougeais beaucoup. J'étais beaucoup avec le barbeux, c'est-à-dire dans tous les gloglos, quoi, comme on dit. Donc, je peux être là, il y a une inspiration. Pourquoi je dis, bon, j'ai comme l'inspiration de Asorole. Asorole, Soronangeri, Asetere, Senamayi, Awon, Balena, Awon, fait. Bon, après, Kamadi la chanté, elle a bien truqué ça. Donc, Asorole et moi, j'étais chez une amie. Et voilà, je suis allé lui rendre visite et puis j'entends les enfants chanter ça. C'est un son populaire. Asorole, j'ai dit, ouais, j'ai dit ça. C'est pas mal, on va prendre ça comme un refrain. Parce qu'il fallait que je trouve les trucs en langue, surtout le soussou. Moi, j'étais chargé de ça. Et je comprenais pas bien l'histoire, donc voilà, c'était mes inspirations. Je me suis dit, bon, certes, je ne peux plus aller. Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois tout faire pour que les autres qui sont partis, quand ils viennent, que je leur sois utile. On était sans cesse en quête de connaissances pour pouvoir les transmettre à ceux qui nous écoutent. Tu vois, voilà. On enregistrait sur les radios, là. Les radios X-Bass. Voilà, les X-Bass, là. Voilà, il y avait, tu mets l'instrumental, là, tu as le micro, et puis tu mets l'autre, on enregistrait les maquettes. Donc après, on découvre maintenant, lui, son studio. Le studio aussi, c'était comme un peu une radio et tout. L'argent qui rentrait, c'était pour faire face aux besoins du groupe. Les tenues, les enregistrements, le loyer, l'électricité, voilà. Donc, ça nous permettait de vivre en indépendance sans se mettre à trop courir derrière un producteur, tout. On va pour un concert à Mamou. Le gars qui sort, comme tu dis, ici, les camions ambulants, c'est une parenthèse, quoi. Il parle. Il dit, bon, et Barafa, et toi, quel fait Foteta? Et il dit, Mousbi Nabe, Guinée, de quoi, Dime Bore. Et va, il dit, prophète dit, quoi, Amé Bore, je connais, Guinée, More Bore.